Messieurs de la presse, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir accepté de répondre favorablement à mon invitation pour cette petite causerie de ce jour. Je voudrais poser le cadre d'entrée de jeu et vous dire que ma démarche, c'est un véritable SOS. C'est un appel à la raison, c'est un appel à une autre forme de mobilisation face à une situation que je considère comme étant de plus en plus inquiétante. Vous savez autant que moi que la Guyane, c'est un territoire en pleine expansion qui souffre de maux, des maux internes, qui souffre de pas mal de difficultés. J'ai pour coutume de dire que ces problèmes ne sont pas du tout irréversibles. Toutefois, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, nous sommes témoins d'un certain nombre de difficultés, de tensions sur le territoire de la Guyane, de tensions entre des groupes humains, de tensions intercommunautaires qui secouent le territoire de la Guyane et qui n'ont pas vocation à nous laisser tranquilles. Le pays était déjà en crise, puisqu'on a souvent évoqué la crise du logement, on a évoqué la crise de l'emploi, la crise de la santé, les problèmes d'éducation, les difficultés à scolariser tous les enfants de ce territoire. On a aussi parlé de la crise liée à la gestion des déchets. J'ai souvent évoqué la crise qui est la conséquence d'une incapacité des services de l'État à pouvoir quantifier correctement la démographie guyanaise, qui est une démographie qui évolue de manière exponentielle, qui est une démographie extrêmement dynamique et qui nécessite que des outils nouveaux soient mis en place, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Et puis depuis quelque temps, vous avez vu que dans mes interventions à l'Assemblée nationale, je n'ai eu de cesse de demander au gouvernement d'accompagner les collectivités de Guyane, d'accompagner la Guyane dans une meilleure gestion de la crise migratoire et de ses conséquences qu'on observe sur le terrain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent et qui me disent avoir le sentiment que la Guyane est abandonnée. Alors cela génère par ailleurs une sensation de frustration, d'exaspération que les personnes expriment des fois avec des mots pas toujours justes, parce que souvent les personnes qui l'expriment n'ont pas nécessairement non plus une vue circulaire et exhaustive de la situation. Mais dans tous les cas, je ne puis que rappeler à nos compatriotes de Guyane que nous n'avons pas d'autre choix que celui d'apprendre à vivre ensemble. Celui de faire corps, celui de faire peuple, et j'ai presque envie de dire celui de faire nation. D'ailleurs, c'est une volonté qui m'anime depuis très très longtemps, parce que je rappelle qu'en 2007-2008, j'avais imprimé ce petit manifeste que j'avais intitulé « Pour le choix de destin commun », dans lequel je disais ma vision de l'avenir de la Guyane, la place qu'on aurait dû accorder à la jeunesse, la place que l'on doit accorder à l'école, la place que l'on doit accorder à nos relations intercommunautaires. Et puis il se trouve que lorsque j'analyse la situation d'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé entre 2007 et 2021, mais au contraire, je peux avoir le mauvais sentiment que la situation s'est aggravée. Je ne peux pas me résoudre en tant que parlementaire à regarder cette situation se déliter de cette manière-là, puisque on parle souvent de développement, on parle de développement économique, mais j'ai toujours considéré que le premier développement auquel on devrait se sacrifier sur le territoire de la Guyane, c'est le développement humain. Et c'est à partir de cette observation que j'avais adressé à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, un courrier qui est daté du 19 novembre, dont je vous ai tenu une copie à disposition. Et je suggérais que pour la Guyane, on puisse se doter d'un plan global de gestion de l'immigration sur le territoire, en partant du principe que c'est une compétence régalienne, c'est l'État qui doit contrôler les frontières, c'est l'État qui doit gérer l'immigration et que c'est tout à fait normal que je me sois adressé à l'époque à l'État pour dire que là, il y a une difficulté. Alors, dans le plan de gestion que je proposais, il y avait un certain nombre d'axes. Je parlais d'abord du renforcement des actions internationales de coopération pour réussir à démanteler les réseaux de passeurs, parce que c'est une réalité objective qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention.
je disais qu'il fallait tarir ou diminuer considérablement le flux entrant par un contrôle renforcé des frontières maritimes, fluviales et terrestres. Dans ce courrier, j'évoquais la nécessité de faire respecter les droits des demandeurs d'asile, qui sont des êtres humains, qui ont aussi des droits et qu'on ne peut pas non plus les traiter n'importe comment, en déclinant en tant que de besoin une approche territorialisée et qui soit vraiment spécifique à la Guyane. J'avais évoqué la mise en place d'une politique volontariste d'intégration par la culture, par le sport, par l'économique, par le social, par le logement également. Des personnes migrantes qui étaient déjà sur le territoire de la Guyane sous peine de créer des poches de marginalisation qui seraient problématiques pour la suite de l'avenir de ce territoire, notamment lorsqu'on a affaire à des gens dont il s'avère quasiment impossible de les reconduire à la frontière, comme cela est souvent dit par les autorités de l'État en Guyane. Mais j'avais aussi dit qu'il était nécessaire de doter l'État, les services de l'État en Guyane, de moyens qui leur permettraient de procéder à un plus juste dénombrement de la population, puisque vous savez que cette question-là, j'en ai fait un cheval de bataille depuis très longtemps, étant entendu que lorsqu'on ne sait pas quantifier la population sur un territoire, eh bien, ça pose nécessairement des problèmes pour l'organiser, et cela pose de vrais problèmes en matière de dotation, de calcul des dotations de fonctionnement qui sont octroyées à nos collectivités d'ici. Et donc, je terminais en disant qu'il fallait aussi mieux abonder les dotations budgétaires de nos collectivités dont les finances exsangues ne permettent pas de répondre aux aspirations et aux demandes de la population. Alors, il se trouve que ce courrier-là n'a pas fait l'objet d'une réponse satisfaisante de la part du ministre de l'Intérieur. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, le 7 janvier, c'est-à-dire quasiment 2 mois plus tard, adressé un courrier de la même teneur à tous les élus de Guyane, puisque des sénateurs sont les parlementaires, le président de la CTG, le président de l'association des maires, les maires également ont été des sénateurs, ainsi que les présidents des EPCI. Et dans ce courrier, je disais à peu près la même chose, qu'à un moment donné, il faudrait qu'on soit capable d'organiser, que les élus locaux soient capables de s'organiser pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse mettre en place une dynamique permettant de mieux encadrer, de mieux gérer les flux des personnes qui arrivent sur le territoire guyanais. Alors ce courrier, il est daté du 7 janvier 2020 et pour l'instant, je n'ai pas eu de retour. Alors, je rappelle que le premier courrier que j'avais adressé au ministre de l'Intérieur s'inspirait de la déclaration du président de la République qui, à Pertus, le 5 novembre, avait dit qu'il fallait refonder en profondeur l'espace Schengen en modifiant les règles qui, depuis 1995, régissent les frontières intérieures et extérieures de l'Europe. Et donc, je partais de ce principe pour dire que ce qui peut être valable sur le continent européen, pour la France, peut aussi être valable pour la Guyane sur le continent sud-américain. L'idée n'étant pas de faire la guerre à qui que ce soit, mais l'idée étant plutôt de voir comment on pourrait mettre en place une autre logique avec d'autres modes opératoires qui permettraient de pouvoir réguler cette situation. Alors là encore, pareil, ce courrier, il date du 7 janvier. Et puis lorsque je me suis rendu compte que très longtemps après, c'est-à-dire le 13 ou le 10 mars, le 11 mars, pardon, qu'il n'y avait pas de réponse, eh bien je me suis retourné en direction de monsieur le préfet, à qui j'ai adressé une lettre dans laquelle je lui propose la création d'une cellule pour la gestion de la crise migratoire. Alors je lui dis exactement qu'à l'instar de la cellule interministérielle de crise qui a été mise en place pour gérer la crise sanitaire de la Covid-19, eh bien qu'il serait intéressant qu'il l'associe autour d'une même réflexion à la fois les élus, les socioprofessionnels, les chambres consulaires, toutes les instances qui, de près ou de loin, ont à traiter de cette question ou alors qui subissent les conséquences de cette crise migratoire que nous n'arrivons pas à contrôler sur le territoire de la Guyane. Alors que je vous dise que dans toutes mes interventions, j'ai souvent parlé de fermeté, mais j'ai souvent aussi évoqué l'humanisme qui est nécessaire dans l'accueil de ces personnes qui viennent sur le territoire. L'objectif étant qu'on arrive par un dialogue construit à trouver les passerelles qui nous permettraient de mieux accompagner ces personnes qui sont là. Parce qu'on a bien compris que l'État, aujourd'hui,
ne dispose pas du tout des moyens qui lui permettraient de renvoyer ces personnes chez elles. Je pense notamment aux gens qui viennent de Haïti, qui viennent du Brésil. On a vu les migrants qui étaient à côté de chez moi à la Pointe Buzaré, qui ont fait l'objet d'un traitement assez particulier de la part des services de l'État. Et moi, je dis tant mieux. Maintenant, on a vu et on voit encore les désordres que cette immigration irrégulière occasionne sur le territoire de la Guyane. Alors, il ne s'agit pas, bien évidemment, de dire tout le monde doit partir, parce qu'on sait qu'ils ne partiront pas. Et c'est la raison pour laquelle je prétends que l'État, le préfet, avec les élus, avec les responsables institutionnels, devraient pouvoir se mettre d'accord pour trouver les voies et moyens qui pourraient faciliter l'intégration, l'adaptation de ces personnes sur le territoire de la Guyane. Que ce soit pour la scolarisation des enfants, que ce soit pour la construction de logements, que ce soit pour la lutte contre les squats, que ce soit pour la lutte contre les terrains qui sont illégalement occupés. C'est un sujet qui fait l'actualité aujourd'hui, puisque vous avez vu que des parcelles de terre qui avaient été programmées pour recevoir les constructions dans le cadre de l'opération d'intérêt national pour laquelle je m'étais fortement positionné, eh bien, ces parcelles de terre sont occupées illégalement par des migrants. Et aujourd'hui, nous entendons des voix qui s'élèvent avec une certaine véhémence, avec une certaine violence pour évoquer la nécessité de couper court à ces pratiques. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a deux possibilités. Ou bien nous nous mettons autour de la table pour regarder cette problématique dans tous ses compartiments, sous tous ses aspects, pour pouvoir trouver les solutions, ou alors on se met des œillères, on se bouche les oreilles, on ferme les yeux, et puis on dit qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu, qu'on n'était pas au courant. Mais moi, je crains fondamentalement que ne pas traiter cette question nous conduise à des tensions irréversibles et qui pourraient déboucher sur des affrontements tels que je l'entends. Moi, je vous dis sincèrement, je suis très inquiet. Alors, j'ose croire, j'ose espérer que cette inquiétude, c'est une inquiétude qui n'est pas fondée. Moi, j'aurais voulu croire qu'elle n'est pas fondée. Mais dans ma fonction de parlementaire, je me trouve à la croisée des chemins, à recevoir des messages de personnes très inquiètes, de personnes qui sont des fois fâchées, de personnes qui sont exaspérées de la manière dont les choses se passent et de constater qu'il n'y a pas le moindre début de solution. Et donc, c'est la raison pour laquelle je prétends qu'on doit pouvoir mettre en place la dynamique inversée qui permettrait à la Guyane de s'en sortir. Parce que, je continue à le dire, la Guyane, c'est un territoire d'excellence. La Guyane, c'est un territoire qui a vocation à devenir un carrefour mondial d'excellence. Mais quand on voit ces problèmes aujourd'hui, quand on voit à quelle vitesse sa jeunesse quitte le territoire parce qu'elle n'arrive pas à se stabiliser, parce qu'elle n'arrive pas à trouver les voies de développement ici et qu'elle parte pour aller ailleurs, je me dis qu'on ne peut pas regarder ce phénomène de façon résignée. Il faudra qu'on se retrousse les manches, il faudra qu'on se mette au travail, il faudra qu'on arrive à trouver les réponses. Et les réponses, certaines réponses existent. Quand je vous dis qu'au squat Bambou, j'ai croisé des personnes en provenance de Haïti, par exemple, qui me disent qu'elles ne sont pas venues en Guyane pour tendre la main, pour bénéficier des prestations sociales, mais qu'elles ont quitté leur pays à cause de la dangerosité du pays, à cause de la criminalité, à cause du fait que leur vie était menacée, et qu'elles arrivent en Guyane, qu'elles ont envie de travailler. J'en ai rencontré qui étaient agriculteurs dans leur pays d'origine, qui me disent qu'on aurait voulu travailler la terre, on aurait voulu produire, on aurait voulu contribuer au développement économique de la Guyane. Que de l'autre côté, je prends l'exemple de Wanari, qui est une commune de Guyane qui est en train de se dépeupler, que je rencontre des gens de Wanari qui me disent que chez nous, il y a des terres très fertiles, mais on n'arrive pas à trouver les bras, on n'arrive pas à trouver les personnes volontaires pour pouvoir travailler la terre. Mais je crois que, ne serait-ce que sur la base de cet exemple, qu'il y a des fois des possibilités d'établir des passerelles pour faire en sorte que ce pays-là avance correctement. L'idée pour moi, l'idée pour nous, c'est de faire en sorte que cette tension, cette situation que nous vivons aujourd'hui ne soit pas vue que sous l'angle négatif, mais qu'on puisse se dire que c'est une situation passagère, c'est une situation qui n'est pas sans poser des problèmes, comme je l'ai dit, pas assez de logements, pas assez d'écoles, pas assez d'équipements structurants, pas assez d'infrastructures, pas assez de structures de santé également. Mais là où on devrait se montrer plus intelligent, c'est de se dire que c'est peut-être l'accouchement d'une nouvelle société et que nous devrions accompagner cet accouchement qui va déboucher sur une nouvelle société guyanaise qui serait plus juste, qui serait plus équilibrée, qui aurait été mieux préparée pour accueillir ces enfants, accueillir ces nouvelles générations.
C'est un petit peu ça le credo, c'est mon leitmotiv, c'est mon invariant, si j'ai envie de dire, puisqu'on parle beaucoup de variants, parlons de crise sanitaire, mais je pense qu'il y a des invariants sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer pour pouvoir jeter les perspectives d'avenir de ce territoire. La Guyane a besoin d'avoir une population suffisamment densifiée à minima. Je cite souvent l'exemple des compagnies aériennes qui sont au nombre de 2 et qui font la pluie et le beau temps. Mais je suis intimement convaincu que le jour où on aura davantage de voyageurs au départ de la Guyane, il y aura d'autres compagnies aériennes qui vont venir s'installer en Guyane parce qu'elles ne sont pas philanthropes. Quand elles viennent, c'est parce qu'il y a du chiffre d'affaires à faire. Et donc, on peut imaginer que s'il y a plus de compagnies aériennes, nécessairement par une logique mécanique, les prix du billet d'avion vont baisser. Donc ça permettra à plus de personnes de voyager, ça va permettre à plus de personnes de venir en Guyane visiter le territoire. Donc ça va développer l'hôtellerie-restauration. Ça aura un effet mécanique extrêmement intéressant sur le développement économique de la Guyane. Donc en clair, ça serait de profiter de ceux qui aujourd'hui ressemblent à une mauvaise passe pour la transformer en opportunité, en avantage extrêmement positif pour ce territoire. Mais je le dis encore une fois, il faut absolument que, Monsieur le Préfet, que les autorités de l'État qui ont montré leurs lacunes, qui ont montré qu'elles sont défaillantes à ce niveau-là, acceptent tout simplement la proposition que je suis en train de faire, de mettre en place cette cellule de gestion de la crise migratoire que connaît la Guyane. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que chacun est en train d'essayer de faire sa petite cuisine interne. Je vois des collègues élus qui vont sur le territoire de leur commune pour essayer de mettre un terme à des occupations illégales. Je vois Monsieur le Préfet qui essaie par ailleurs d'aller trouver des solutions directement avec le ministre de l'Intérieur, avec le ministre des Outre-mer. Mais je crois que cette question qui nous est posée aujourd'hui, c'est une question fondamentale qui va engager durablement l'avenir de la Guyane et on ne peut pas continuer à la gérer de manière aussi éparpillée, on ne peut pas la gérer de manière aussi dispersée et donc il faut à un moment donné que l'on soit capable, en hommes et en femmes responsables que nous sommes tous, de poser cette problématique, de la regarder en face et de dire avec détermination, avec vigilance, avec fermeté le cas échéant, parce que je parlais de ces réseaux de passeurs, on sait qu'ils existent, il faudra les combattre avec la plus grande fermeté, mais aussi pouvoir stratifier la qualité du combat que nous allons mener, parce qu'il y a des solutions que nous allons pouvoir prendre au niveau local, il y a des solutions qui vont dépendre de la coopération interrégionale, il y a des solutions qui vont être déclinées au niveau national, parce que sur certains aspects, bien je dis qu'il faudra apporter des réponses d'ordre réglementaire ou d'ordre législatif sur la manière de gérer les demandeurs d'asile sur le territoire de la Guyane, sur la manière peut-être de rendre le territoire moins attractif. Et puis, il y a un autre échelon qui est l'échelon international où la France va devoir se mouiller un petit peu plus sa chemise. Et lorsque je parle de l'échelon international, je pense notamment à la République de Haïti qui vit des heures extrêmement sombres, extrêmement difficiles depuis quelque temps. Et en ma qualité à l'Assemblée nationale de président du groupe parlementaire d'amitié France-Haïti, je n'ai eu de cesse d'interpeller les membres du gouvernement pour dire que la France, qui a une histoire aussi singulière, aussi proche avec la République de Haïti, ne peut pas s'exonérer de sa part de responsabilité dans le concert international avec les Américains, avec les Canada, pour voir comment elle pourrait s'immiscer dans un processus d'accompagnement à la demande des Haïtiens pour faire en sorte que on arrive à les accompagner pour que leurs problèmes d'ordre économique, d'ordre social, sociétal et surtout politique soient réglés. Je crois qu'on est tous dans ce monde interconnecté. Ce qui se passe aux confins de la planète aura nécessairement des répercussions sur le territoire de la Guyane, parce que nous croyons tous en la théorie des battements d'ailes de papillon. Et donc, on ne va pas se recroqueviller sur nous-mêmes en disant « c'est la faute d'autrui, c'est la responsabilité du voisin, ce n'est pas la nôtre ». C'est aussi notre responsabilité que de nous poser la question, de faire de la géopolitique, de faire de la géostratégie et de nous dire que si nous voulons mieux organiser ce qui se passe sur le territoire de la Guyane, eh bien, nous allons devoir élargir notre champ d'investigation et aller peut-être là où on ne nous attend pas. C'est une question, je ne dirais pas de survie, mais c'est une question qui va devoir nous permettre, si elle est bien réglée, de mieux structurer, de mieux organiser l'avenir de la Guyane sur les 20, 30, 40 années à venir. Moi, je pense au contraire que si on ne fait pas ça,
on va continuer à laisser prospérer des poches de misère, on va continuer à laisser prospérer des enfants qui sont identifiés au nombre de 11 000 aujourd'hui qui ne sont pas scolarisés et qui nécessairement vont devenir les parias de la future société guyanaise avec toutes les conséquences dommageables que l'on peut imaginer sur cette société. Donc je me dis qu'à un moment donné, il faut dire stop à cette situation en se donnant les voies et moyens d'y remédier. Voilà ce que je voulais vous dire, messieurs. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, simplement pour vous dire que l'objectif, c'est de tirer la sonnette d'alarme. J'espère que monsieur le préfet sera attentif à cette demande que je formule et que, compte tenu du fait que la crise sanitaire est en train de reculer, puisqu'on a vu que sur l'échelon de la France, à l'échelle de la France, la Guyane, c'est le seul territoire aujourd'hui qui est en vert. C'est tant mieux, ce n'est pas tous les jours et ça mérite d'être signalé. Eh bien, on va devoir s'organiser pour que le temps à investir le soit de préférence vers une cellule de crise qui va s'occuper de cette question, quitte à ce qu'on remette en place la cellule de crise sanitaire si la situation venait à nouveau à se dégrader dans les jours qui viennent. J'en ai fini, je vous remercie. C'est possible qu'il y ait une question, monsieur le député? On est là pour ça, monsieur Toko. S'il vous plaît. Donc, moi, j'aimerais savoir déjà, globalement, à mon humble avis, je me dis que toutes ces choses ne sont quasiment pas nouvelles. La seule chose nouvelle dans ce que vous avez dit, c'est peut-être la crise sanitaire qui, aussi par rapport à l'immigration, a accéléré certaines choses. Mais de la crise migratoire aujourd'hui, je me dis que vous avez écrit au ministre de l'Intérieur, vous n'avez pas de réponse satisfaisante, semble-t-il. Vous avez écrit aux élus locaux, vous avez écrit au préfet. Alors, s'il n'y a pas de réponse satisfaisante, ça veut dire qu'aujourd'hui, la solution n'existe-t-elle pas, à moins que vous en ayez une? Que peut-on faire concrètement? Ces gens sont là, ils n'en partiront pas demain. Première chose, il faut décourager que les gens viennent en Guyane, ou alors il faut les accueillir différemment, et si ou avec quels moyens? Moi, je me pose cette question. Le citoyen lambda aimerait savoir qu'est-ce qu'on fait. Si vos collègues ne vous répondent pas, et ni le préfet, qu'est-ce qu'on fait? J'avais déjà commencé dans la loi qui traitait de la question de l'asile et de l'immigration en 2015-2016 sous l'ère de M. François Hollande. J'avais introduit un certain nombre d'amendements pour demander justement que des dispositions soient prises localement pour dissuader les gens de venir. Parce que je sais, nous avons rencontré des demandeurs d'asile qui venaient en Guyane parce qu'ils savaient pertinemment qu'une fois arrivés sur le territoire, ils allaient être accompagnés par un certain nombre de structures, par l'OFPRA, par la Croix-Rouge, par la HALD, par la CIMAD, qu'ils allaient être accompagnés financièrement et que la somme de 300-400 € qu'ils allaient percevoir était quand même très appréciable par rapport à ce qu'ils ne gagnaient pas dans leur pays d'origine. Et donc, il faut supprimer ça, ces aides. Alors, il faut aller concrètement. Il faut supprimer cette... J'avais dit qu'il fallait supprimer cette aide-là. Et il m'avait été répondu que ça n'était pas possible parce que la France est un État de droit, que la Guyane étant régie par l'article 73 de la Constitution, eh bien, qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait un traitement à plusieurs niveaux pour le territoire de la Guyane. Après, ils ont fini par comprendre parce qu'ils ont diminué le montant de l'aide pour les demandeurs d'asile. Mais on se rend compte que malgré cela, eh bien, les gens continuent à venir. Parce que même sans l'aide qui est versée aux demandeurs d'asile, les gens arrivent en Guyane, il faut le reconnaître, ils trouvent un environnement qui est beaucoup plus sécurisant que celui qu'ils ont laissé dans leur pays d'origine. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se dit que l'autre niveau où il faut intervenir, c'est comment mieux contrôler les frontières, comment mettre un terme à ces passeurs, parce que c'est un réseau de passeurs qui organise la venue des personnes sur le territoire. Les gens ne s'orientent pas comme ça tout seuls pour atterrir à Cayenne. On sait qu'il y a un vrai réseau de passeurs mafieux qui bénéficient, qui s'appuient sur la misère de ces personnes. Et donc, je me dis qu'un territoire comme la France, un pays comme la France, 6e puissance économique mondiale, ne peut pas ne pas bénéficier de suffisamment de renseignements. Ces renseignements territoriaux, la DGSI, tous ces organismes-là devraient pouvoir mettre la main sur ces réseaux de passeurs pour pouvoir casser cette dynamique. Ça aussi, il faut le faire. Mais comme je le dis souvent, les gens chez eux vont avoir envie de partir. À partir de l'instant, ils ne seront pas bien chez eux. Et c'est pour ça que je considère que les grandes puissances de ce monde devraient également se porter auprès des petites nations qui n'ont pas toujours les moyens, celles-là qui se font exploiter par les puissances impérialistes, pour faire en sorte que les gens soient stabilisés chez eux. Et je pensais notamment à Haïti. Quand je parlais de la théorie des battements d'ailes de papillon, on me dit aujourd'hui qu'il ne faut pas parler de la dette que la France a fait payer à Haïti lors de l'indépendance. Mais je suis désolé, ce que vous faites à un instant T, vous poursuivez toute votre vie jusqu'à votre mort. Et donc, il n'y a pas de raison pour que la dette payée par Haïti à la France ne soit pas encore aujourd'hui parmi les éléments, les causes qui entraînent les conséquences que l'on voit. Il n'y a pas que ça.
On a beaucoup parlé de l'incurie des élus de là-bas, mais qui eux-mêmes étaient manipulés par les puissances internationales. Je crois qu'à un moment donné, il faut que les grandes puissances s'organisent pour mettre véritablement un terme à cela. Mais la solution ne m'appartient pas. Vous savez, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faudrait que nous soyons tous convaincus de l'urgence, de la nécessité de nous organiser collégialement pour trouver les justes réponses attendues par la population. Et si je le fais, c'est parce que j'espère que c'est possible. Sinon, j'aurais baissé les bras. Et moi, je ne veux pas baisser les bras. Il y a quelqu'un récemment qui a dit, en présence de monsieur le préfet, j'abandonne, je laisse tomber. Mais moi, je dis non. On est engagé dans un combat, difficile certes, mais que l'on peut gagner. C'est pour ça que souvent, je fais la métaphore en disant que ce que la Guyane vit aujourd'hui, c'est comme un accouchement. Elle est en train d'accoucher d'une nouvelle population. Et c'est comme tous les accouchements en général, dans 99% des cas, c'est un acte douloureux. Mais le plus important, c'est de voir la mère prendre le bébé dans ses bras, de le cajoler, de le voir grandir. Mais moi, je ne désespère pas qu'une fois qu'on aura réussi à passer ce cap avec bonheur, que dans quelques décennies, la Guyane soit heureuse de voir ces jeunes Guyanais qui vont évoluer favorablement, qui vont s'imprégner de la vie guyanaise, qui vont aimer la Guyane parce qu'ils la connaîtront, qui vont défendre l'intérêt général de la Guyane parce qu'ils aimeront la Guyane. Et je répète à l'envi, à qui veut l'entendre, que la Guyane a toujours été une terre d'immigration. Les immigrants arrivaient par petites couches successives sur ce territoire. Et ils n'avaient qu'une seule ambition. En général, c'était de se fondre dans le moule, même quand ils subissaient des sarcasmes de la part de ceux qui étaient déjà là. Mais ça, c'est propre, ça n'est pas propre, je veux dire, à la Guyane. Donc, ce qu'on a vécu par le passé, je crois qu'on peut continuer à le vivre. Nous sommes tous issus de parents qui sont venus de partout à travers le monde entier. Ça n'est pas nouveau, comme vous dites, en Guyane. Mais aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un niveau de friction entre les uns et les autres que nous n'avions pas connu par le passé. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui me fait dire qu'à un moment donné, il faut qu'on trouve la force d'en parler. C'est notre rôle, à nous les politiques, que de parler de ces problématiques qui sont de tous ordres. Parce que si on n'en parle pas, on ne les règle pas. Et si on ne les règle pas, tôt ou tard, ils vont nous revenir à la figure comme un boomerang, tout simplement. Oui, mais comment peut-on régler un problème? Est-ce que vous êtes convaincu que les pays concernés ont besoin que cette population reste sur place? S'il n'y a pas une coopération entre ces pays-là, on n'y peut rien. Les frontières, c'est impossible. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ces pays coopèrent avec vous, les élus locaux ou l'État français pour se dire que tiens, nos populations, on va remonter les filières au Brésil, au Suriname, au Guyana? Est-ce que vous croyez qu'ils sont prêts à ça? Puisque ça les arrange finalement que ces populations s'en sortent ailleurs. Alors, je ne sais pas si ça les arrange. Pas des bonnes réponses. Je ne sais pas si ça les arrange, mais dans tous les cas, dans la stratégie de ce plan global que j'avais déjà adressé à Monsieur le ministre de l'Intérieur et dont je voudrais la reprise dans le travail que nous allons faire localement, nous évoquons effectivement la nécessité de renforcer par tous les moyens la coopération interrégionale et internationale. Alors vous avez vu qu'il y a récemment des accords de coopération qui ont été signés entre la France et le Suriname dans le cadre de la lutte contre la criminalité, dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal. Mais nous considérons qu'il faut pouvoir profiter de cette belle opportunité pour élargir les moyens de coopération policière, les moyens de coopération douanière entre la France et les pays voisins, donc entre la Guyane et ses proches voisins. Mais il faut que cette coopération aille aussi au-delà du bassin amazonien, que ça aille également dans la Caraïbe. Moi, je suis persuadé que cela est possible, mais ça ne sera possible et réalisable qu'à la seule condition qu'on en parle. Et dites-vous bien que, encore une fois, l'objectif, je vais prendre beaucoup de précautions pour le dire, ça n'est pas de faire la lutte à qui que ce soit. Ça n'est pas d'aller dire à quiconque qu'il faille organiser des charters, comme je l'entends, pour envoyer les gens chez eux. Je vous dis qu'il est évident que les personnes qui sont déjà en Guyane, la France ne pourra pas les faire partir et ce n'est pas non plus mon ambition que de demander que ces gens-là partent. Par contre, ce que je dis, c'est que la Guyane a besoin de forces vives. La Guyane a besoin de bras, la Guyane a besoin de cerveau, on a besoin de personnes pour pouvoir travailler. La Guyane a aussi besoin de stabiliser sa jeunesse, y compris la jeunesse qui naît de l'immigration. Eh bien, il faut qu'on arrive à se poser les vraies et les bonnes questions, de savoir pourquoi les gens viennent, pourquoi la jeunesse s'en va, comment on peut faire pour stabiliser ceux qui sont déjà là et comment ces gens-là pourront trouver ceux qui pourraient être leur juste place pour qu'ils continuent à construire le pays Guyane avec nous. Voilà la vraie question. Deux dernières questions, s'il vous plaît, monsieur le député, après je laisse la parole à mes collègues. La première, est-ce que vous êtes candidat aux prochaines élections à la présidence de la collectivité territoriale de Guyane? J'aimerais savoir si vous êtes candidat. Deuxièmement, si demain,
vous êtes nommé préfet de Guyane. Ça veut dire que vous êtes dans un gouvernement. Préfet, non. Oui, non, vous êtes français, c'est possible. Si vous êtes nommé préfet de Guyane, dans ce territoire, ça veut dire que vous êtes dans un gouvernement, ou alors vous êtes président de la CTG. Quelle est la première décision que vous prendrez, vous, que vous aimeriez qu'elle soit appliquée, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit sanitaire ou immigratoire? J'appartiens à un mouvement politique. Ce mouvement politique se retrouve dans une union avec d'autres mouvements politiques de gauche et progressistes qui sont en train de s'organiser pour présenter une liste aux prochaines élections. Je ne peux pas, par anticipation, préjuger de ce qui pourrait se passer au sein du groupe. Là, on fait jouer vraiment la solidarité et je ne suis pas dans la langue de bois. Par contre, je vous confirme que je veux être sur cette liste. Et je vais y contribuer, je vais participer, je vais apporter ma contribution. Donc, il est prévu que le groupe se voit samedi, il est prévu que nous organisions une conférence de presse mercredi après-midi, mercredi 24, pour annoncer la personne qui serait tête de liste et qui peut-être serait pressentie pour prendre la présidence de la CTG. Donc on aura l'occasion d'en parler ultérieurement. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, comme ça pourrait être aussi moi, mais je ne veux pas non plus d'ores et déjà tirer de plomb sur la comète. Mercredi 24, on parle. Mercredi 24, on en reparlera. La deuxième question, moi, je ne m'imagine pas être ni ministre ni préfet. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai bien compris qu'il y a eux et nous. Feu Élie Castor nous avait enseigné ça. Il y a eux et nous. Il y a le gouvernement qui a peut-être un dessein pour la Guyane. Il y a l'État qui a peut-être un dessein pour la Guyane. Et il y a ceux qui sont en Guyane et qui sont en train de militer pour qu'on accorde à ce territoire un avenir différent. Je suis intimement convaincu aujourd'hui que nos deux desseins ne sont pas fongibles. Ils ne sont pas superposables. Comprenez ce que je vous dis? Ils ne sont pas superposables. La France fait de la géopolitique comme toutes les puissances du monde. Lorsque je vois comment la France se fait ébranler sur ses certitudes en Afrique subsaharienne, je me dis que certainement que la France aura besoin de se replier en direction de ses territoires d'outre-mer. Donc, partant de ce principe, je suis persuadé que l'idée que je me fais du développement de la Guyane n'est pas l'idée que l'État se fait du développement de la Guyane. Et donc, je ne peux pas m'imaginer dans ce concert à côté d'un gouvernement, à côté des services de l'État, parce que je suis persuadé que l'énergie positive que je voudrais injecter en Guyane serait réduite à néant, ou alors à sa plus simple expression. Je l'ai déjà vu, j'ai compris comment cela se passe. Ce qui me reste à apporter pour le pays, je veux l'apporter en tant que citoyen, en tant que militant, en tant qu'élu, mais je ne m'imagine pas jouer un autre rôle que celui que je joue depuis 2008, quand je me suis vraiment engagé en politique sur ce territoire. Donc, écrire au préfet, au ministre, la bataille est perdue d'avance. La bataille n'est pas perdue d'avance parce que ce qu'il faudrait, c'est que le ministre comprenne, parce qu'il y a des solutions que nous obtenons. C'est un combat, c'est un rapport de force, il faut l'alimenter, il ne faut pas baisser les bras. Il y a des solutions que la Guyane obtient, il y a des réponses que nous obtenons, mais vous avez bien compris que les réponses ne viennent qu'à partir de l'instant où le rapport de force nous est favorable. Le rapport de force nous sera favorable à partir de l'instant où nous aurons réussi à comprendre, nous les élus, les socioprofessionnels, les chambres consulaires, les forces vives, les syndicats, les associations qui militent, eh bien, lorsque nous aurons compris que nous avons intérêt à regarder dans une direction commune, certainement qu'on va inverser le rapport de force. Donc je me dis que c'est un combat qui est difficile, mais c'est un combat qui mérite d'être livré et on va le gagner.